l'ombre de Versailles, un château oublié. Marly, le jardin secret de Louis XIV. Pour la première fois, une équipe d'archéologues entreprend des fouilles sur le lieu mythique du grand pavillon royal, dont le nom seul faisait frissonner d'envie l'Europe tout entière. « Sire, Marly !» implorait la foule des courtisans. Grâce aux efforts conjugués de dizaines de spécialistes et par la magie des images virtuelles, ce joyau aujourd'hui disparu renaît et avec lui la vie très intime du plus grand monarque de son temps. « 1679. Louis XIV est au sommet de sa gloire. À Versailles, il se lance dans de gigantesques travaux pour transformer le château de son père et y installer la cour. Mais il décide aussi de réaliser son rêve. Bâtir dans un vallon perdu un château bien à lui, afin d'échapper au cérémonial pesant de l'étiquette et aux servitudes du pouvoir. Un château au milieu des marécages? Eh bien oui, le roi en a décidé ainsi. Ce sera Marly, à égale distance de Versailles et de Saint-Germain-en-Laye. Un lieu à la fois festif et familial, grandiose et intime, à l'image d'un monarque aux multiples facettes. Autour d'un grand pavillon à l'architecture audacieuse, 12 pavillons indépendants destinés aux invités. L'inventeur de cette architecture éclatée est Jules Hardouin-Mansart, qui s'est déjà illustré à Versailles. Et Marly n'a rien à envier à sa grande rivale. Dans une mise en scène majestueuse, une perspective composée d'une succession de terrasses et de bassins mène au pavillon royal, centre de la composition. Alors que Versailles est l'œuvre d'un monarque au pouvoir affirmé, Marly est entièrement dédié au plaisir. Y être invité est le privilège suprême. Marly est un hymne à la beauté, à la joie, à la vie. Mais la Révolution sonne le glas pour Marly. Le château est cédé à un industriel qui finit par le démolir pour le vendre pierre par pierre. Puis, Napoléon Ier rachètera le domaine. Aujourd'hui, seules les terrasses et quelques bassins témoignent encore de sa gloire passée. Marly, c'est une création hors norme. On est en face d'un site absolument merveilleux. Certes, on ne peut plus aujourd'hui voir la beauté, la richesse de ce que cela pouvait être à l'époque. Mais on sent encore dans ces grandes lignes, dans ce qui reste des lignes des terrasses, une sorte de majesté tout à fait fantastique. Au prix d'un travail titanesque de plus de 5000 ouvriers, une nature sauvage est métamorphosée en un somptueux parc de 150 hectares, écrin d'une architecture résolument novatrice. De nombreuses gravures témoignent du subtil agencement des lieux, mariage de l'eau et de la pierre dans une végétation ordonnée, dont le faste rivalise avec Versailles. Mais cette représentation est-elle fidèle? Hubert Nodex, spécialiste d'architecture virtuelle, et Géraldine Chopin, directrice du musée Promenade de Marly-le-Roi-Louvciennes, s'interrogent sur la nature exacte des ornements, frontons, balustres, pilastres qui ornent chaque pavillon. Trompe-l'œil ou pierre véritable? Il n'y a pas de console. C'est le célèbre peintre Charles Lebrun, l'auteur des éphémères décors des fêtes de Versailles, qui a exercé ses talents d'illusionniste à Marly. Ce génie faisait passer le stuc pour de la pierre, le calcaire pour du marbre, la peinture pour de l'or. On imagine bien le visiteur se rapprocher des décors et se rendre compte à quelques mètres qu'en fait c'est un décor en trompe-l'œil. Là où on a un pilastre, c'est en fait
quelque chose de peint à l'italienne. Seules les tours des fenêtres, des portes, les chaînages sur les côtés et les angles du pavillon étaient en pierre dure. Tout le reste, c'était de la peinture qui imitait à la perfection le marbre, les bronzes dorés et tout autre ornement qui était prévu. La reconstitution se base sur les gravures d'époque. Travail complété ensuite grâce aux fragments retrouvés lors des fouilles. Alors il y a la cheminée de la chambre du roi, j'y arrive, voilà. Là c'est l'ensemble de l'appartement du roi, la chambre qui est ici. Et donc si on va chercher la cheminée, et je vais masquer le reste pour qu'on puisse mieux voir le travail qu'on a mené sur la restitution de la cheminée. Les guirlandes de fleurs qui sont là, on a utilisé de la photomodélisation, c'est-à-dire qu'on a repéré une guirlande de fleurs dans un décor en stuc existant, et en fait on l'a photographié sous tous les angles, et on utilise par des logiciels qui recomposent le relief à partir des photographies. Malgré cette apparence luxueuse, Marly était une résidence de campagne dont le budget de construction était bien modeste en comparaison de celui de Versailles. Murs en simple moellon, décor en trompe-l'œil, à l'extérieur comme à l'intérieur des bâtiments, et jusque dans la chambre royale. Les modélisateurs ont précédé les archéologues, mais les trouvailles de ces derniers apportent des preuves indiscutables pour distinguer le vrai du faux. Le pavillon royal ayant disparu, Annick Heitzmann, au centre de recherche du château de Versailles, va bénéficier d'une opportunité unique, entreprendre pour la première fois des fouilles à son emplacement même. Alors qu'il n'existe aucun plan des sous-sols, le chantier révèle des fondations étonnamment profondes. Pendant ce temps, aux Archives nationales à Paris, l'enquête, historique cette fois, se poursuit avec un des meilleurs spécialistes de Marly, le docteur en archéologie Bruno Benz. Faveur très spéciale, le conservateur en chef Pierre Jugy lui donne accès à 4 précieux volumes richement illustrés et datés de 1714 sur l'architecture du château, dont l'auteur est inconnu. Là, c'est magnifique. Ça, c'est un des principaux plans de Marly. Peut-être qu'on pourrait se repérer avec la tablette. Avec la tablette, oui. L'ensemble est évidemment centré sur le pavillon royal. Ici, nous avons le dessin du grand bassin qui est ici aujourd'hui, au milieu toujours, bien sûr, du parc de Marly. Et puis apparaît bien en rouge les bâtiments principaux, les 12 petits pavillons, que vous voyez très bien représentés sur ce plan. Et puis sur les côtés, à l'arrière, ici, vous avez les bâtiments techniques, les bâtiments des communs, avec beaucoup de logements pour le personnel, avec les corps de garde, avec les bâtiments administratifs. On va regarder le deuxième. Voilà, à partir du moment où Marly a quand même en grande partie disparu, même si un œil averti continue à y voir des terrassements, des emplacements, c'est grâce à ces albums qu'on a une idée maintenant extrêmement précise de l'état dans lequel les jardins avaient été aménagés, et un état tout à fait extraordinaire, dessiné avec une précision, une minutie du début du XVIIIe siècle. Là, c'est magnifique. La statue d'Apollon, malheureusement, on ne sait pas du tout où elle est aujourd'hui. C'est une des rares statues de Marly dont on a complètement perdu la trace. L'avantage de ces dessins, c'est que les statues sont plus complètes que dans leur état actuel, parce que depuis quand même 200-300 ans, Ils ont vécu. Voilà, elles ont perdu parfois un bras, une tête, un masque. On devrait pouvoir, avec ça, les localiser d'une manière extrêmement précise. Il y a une complémentarité d'avoir sur ces albums ce qui, en gros, échappe à l'archéologie, en tout cas ce qui échappe à la fouille. Sur le terrain, Annick Heitzmann et son équipe progressent toujours plus avant dans la fouille à la recherche d'indices matériels. Moulures en stuc,
éléments de décor enfouis parmi les gravats jetés dans les caves pour les remblayer. Ah, une tomate entière, c'est sympa. Ouais. Bah, tout ce qui était récupérable, il les récupérait et c'était vendu. Donc, nous sommes sur le site du pavillon royal de l'ancien château de Marly. Et cette année, pour le tricentenaire de la mort du roi, nous fouillons l'ancien pavillon royal de ce château. Donc c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel puisqu'il n'a jamais fait l'objet de campagne archéologique. Nous sommes ici dans l'enceinte de l'appartement de la reine où nous fouillons les fondations et les caves. Une pièce importante est dégagée. Ça provient de l'architecture intérieure du château. Si ça se trouve, ça provient du vestibule qui était à côté parce qu'il y avait beaucoup de stucs sculptés et moulurés dans les vestibules à côté. Et donc, si ça se trouve, ça fait partie du décor du vestibule. Un élément de décor qui pourrait permettre d'identifier le matériau utilisé dans ces 4 pièces, disposées en croix autour du salon. Alors, attention, ouais, elle était fissurée là. Oui, parce qu'on voit bien l'angle. Annick Heitzmann, Géraldine Chopin et Hubert Nodex examinent un modeste fragment de moulure qui va se révéler précieux. On aperçoit, me font penser vraiment à ce que l'on voit dans les vestibules. C'est des feuilles d'acanthe là? C'est des feuilles d'acanthe, mais en fait il y a une grande feuille centrale encadrée par 2 petites. Et donc au point de vue dimension, ça correspond assez bien. Ça correspond assez bien à la partie centrale de la moulure. Gérard Mabille, spécialiste de Versailles, et Stéphane Castelluccio du CNRS, impliqué dans la reconstitution 3D, viennent aux nouvelles. Une belle frise de feuilles d'acanthe oui. en pierre en plus. Ah on, a oui. du plâtre, du stuc. Ah. Nous on l'interprétait comme effectivement une partie des Un cadres angle. En pierre dans des vestibules. Oui, ça Donc, correspond au motif et l'angle Ça serait du quoi, cadre. ça serait les bordures des tableaux. Et c'est un bon candidat. Il correspond bien en dimension. Ce qui est curieux, c'est qu'effectivement, il est en pierre, donc il est intégré dans la maçonnerie. Il ne fait pas partie des moulures qu'on a en plafond, en stuc. En stuc ou en plâtre, ouais. Et C'est en- très satisfaisant comme interprétation ça. Ah ouais. Un autre fragment retient l'attention de l'équipe. Alors, en revanche, ce vestige-là est plus problématique. Là, moi, je vois vraiment le pied. Oui, là. oui, bah oui. Il y a un angle là, il y a un autre angle là. Un pied d'enfant, on voit très bien le petit orteil. Et on a vraiment là un pied potelé de bébé. Effectivement, les angelots qu'on a restitués, parce que c'est ceux-là au-dessus des portes du vestibule, parce qu'effectivement, eux sont en bas-relief et sont à peu près à l'échelle du vestige. Donc en fait, comme ils sont en pierre, ça pourrait tout à fait correspondre à ce type De décor. Ce qui est quand même curieux, c'est qu'ils aient fait l'intégralité de ce décor en pierre taillée. Les vestibules étaient considérés comme une architecture extérieure, donc c'est pas impossible. C'est pas Ça, impossible, c'est une effectivement, qu'ils aient été construits en En pierre. pierre. Donc c'est sans doute du décor de pierre peint en blanc. Est-ce que ça peut être interprété comme de la peinture blanche ou est-ce que c'est du... Oui, pourquoi pas, ça peut être Dans des ce cas-là, traces de effectivement, c'est la peinture. peinture blanche. Pour unifier tout le décor. Voilà. On n'a aucune trace de blanc derrière. Exact, oui. Et du coup, ça confirme à la fois que le vestibule, effectivement, était fait en pierre et d'autre part qu'il était peint en blanc. Le pavillon royal est un bâtiment carré parfaitement symétrique auquel on accède par l'un des 4 vestibules qui mènent à 4 appartements identiques. Chaque appartement est composé de 3 pièces, une chambre, un cabinet, une antichambre. La chambre du roi est décorée d'étoffes, alternant des dais de damas et de brocart. Et contrairement à Versailles, aucune balustrade ne sépare le lit du monarque de son entourage. Dans le cabinet du conseil attenant, le roi reçoit ses ministres les plus importants et c'est dans cette pièce qu'il rédige son testament le 2 août 1714. L'antichambre, enfin, est décorée de tableaux de chasse, son divertissement favori.
Les 4 appartements royaux sont décorés aux couleurs des saisons. Rouge, couleur de l'été pour le roi. Vert, couleur du printemps pour la reine. Aurore, couleur de l'hiver pour Philippe d'Orléans, le frère du roi. Et bleu, couleur de l'automne pour son épouse. À la mort de la reine, avant même la fin des travaux, le fils aîné du roi occupe son appartement qu'il cède ensuite à Madame de Maintenon, que le roi épouse secrètement en 1683. Les autres membres de la famille royale et le capitaine des gardes sont logés à l'étage, dans 12 appartements décorés de tapisseries des maisons royales et de peintures de genre. Deuxième phase des recherches, indispensable pour permettre de faire des comparaisons avec le pavillon royal. Un chantier a été ouvert à l'emplacement de l'un des pavillons des invités disposés autour du grand bassin. Leur construction était-elle aussi soignée que celle du château ? Là aussi, des fondations considérables sont mises au jour. Elles sont à la mesure des remblaiements nécessaires pour l'aménagement des terrasses. Ah bah si, ça descend quand même pas mal. Hein. Sur ta fouille, quand tu vas faire la coupe comme ça, tu vas rien. Sacré dénivelé entre là-bas et ici quand même. Il y a 1 mètre au moins. Bon, je t'ai fait venir parce que... Afin de découvrir des objets qui auraient échappé à la fouille, Annick Heitzmann fait appel à un spécialiste de la détection des métaux dont l'utilisation, soumise à autorisation, est strictement réservée aux archéologues. Tu pourras repérer des choses qu'on n'a pas vues à l'œil. Tu vois, c'est là, il y a quelques morceaux de vase et de marbre, donc je pense qu'il y aura aussi des objets métalliques. Alors, qu'est-ce que tu m'as trouvé là comme Là, métal par exemple, eh bien, là je l'ai marqué, hein, je l'ai balisé, mais on va regarder. Hop. Ah, je le vois. Un petit noyau de plomb. Ça a la forme d'un osselet, on dirait, regarde. Ah oui. Ouais, Ah oui. un Ouais, élément de jeu, hein, c'est... L'osselet est un jeu très ancien, donc ça serait du plomb. En tout cas, il y a un alliage de plomb. Il y a du plomb dedans, quoi. Oui. Il y a du plomb dedans. Il y a aussi cette... Les fouilles ont livré quantité d'objets métalliques, tels que cette fourchette à 3 dents, des jetons de jeu ou de manège, les clés d'une chambre ou d'un cabinet, de la monnaie, une boucle de chaussures, un petit grelot, des découvertes qui nous font entrevoir l'intimité de la vie à Marly. J'essaie de... Vas-y, essaye de le prendre, je crois que tu peux l'avoir là. Doucement, ouais, c'est bon. Voilà. Parfait, tiens, vide un peu, creuse un peu l'intérieur. Des centaines de fragments de céramique sont extraits du soubassement du pavillon. Jamais une demeure royale n'avait été fouillée avec une telle précision. Elle livre des céramiques plutôt rustiques d'apparence. À la maison des archéologues installés sur place, les élèves de l'école de Condé de Paris s'initient à l'art de la restauration des pièces de céramique ou de verre.
Ces pots en terre cuite trouvés précédemment témoignent d'une vie quotidienne apparemment sans luxe ostentatoire. Et puis des indices de la présence d'une vaisselle plus raffinée apparaissent. Une délicate cruche en céramique retrouve peu à peu son apparence d'origine. Cet élégant pichet et ce plat à barbe sont estampillés du M de Marly. Un modeste tesson attire soudain l'attention. Un morceau de verre. Bon, du verre, on en trouve pas mal. Là. On a trouvé pas mal de bouteilles, de morceaux de bouteilles. Ça, c'est un morceau de bouteille, hein, au XVIIIe siècle. On en a trouvé pas mal dans le remblai de démolition. Ces délicates bouteilles de vin témoignent d'un art de vivre certain. En creusant plus avant, un archéologue fait une nouvelle trouvaille. Annick, Oui. j'ai quelque chose là, pour la suite peut-être, je sais pas. Tout est en place, en plusieurs morceaux. On voit pas grand-chose du motif, mais c'est vraisemblablement une faïence à l'imitation de porcelaine chinoise avec des décors de chinoiserie. Ça, c'est très intéressant, oui. Ça, c'est très intéressant. Il faut absolument trouver la suite. Bah oui. Parce que Mais on va la chercher, la cassure est bien propre, bien nette. En tout cas, ça a servi, parce qu'il y a des traces d'usure impressionnantes. Hein. C'est tout strié, tout rayé. Il y a les petits trous de suspension, là. C'est décoratif, donc c'est... Non, c'est pour la cuisson. Ah, au moment de la fabrication de Voilà. l'assiette. Et on pend l'assiette comme ça, et elles sont toutes... Ah oui. Eh ben oui, c'est pour ça qu'on a toujours ces petits trous dans les... Ben oui. Hein, mais ça, quand même, ça fait assez Louis XIV, ça. Vous voyez pas? Ça, si fin comme ça? Ça me semble bien fin pour être de Louis XIV. Bah, on faisait des choses fines sous Louis XIV, quand Enfin, même. je ne suis pas une spécialiste de la céramique, je ne Moi voudrais pas non dire de plus, d'ailleurs, bêtises. mais Mais... ça vaudrait la peine de montrer ça à quelqu'un. Ah bah, Marie-Laure de Rochebrune, on a parlé de lui montrer ça. Ouais. Il me semblait que ce genre de... Ah, ça, c'est un pot de chambre, apparemment. Marie-Laure de Rochebrune, conservateur à Versailles, est spécialiste en céramique et faïence. Ensemble, on voit bien. D'accord. Alors ça, j'avoue que je ne sais pas à quel moment on a introduit le nom en entier. Moi, ce que je vois, c'est que le décor n'est pas très bien peint. C'est une production de série. C'est quelque chose qui aurait pu être peint par un enfant, vous voyez. Nous, on était bien contents d'avoir trouvé c'est-à-dire qu'on motif peint avec un Marly. pinceau très fin le motif Marly. En revanche, ici, c'est pas un mal levé avec une main très sûre. Et alors, il y a une couronne ducale au-dessus, sur ce qu'on appelle le Marly. C'est quoi, en fait, le Marly? Vous avez une petite bande ici décorée avec un décor chinoisant. Donc c'est vraiment un autre témoignage du goût chinois à la cour de France à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle, parce que là, on est dans un décor complètement français, en revanche associé avec un motif chinoisant, et tout ça peint dans un camailleux de bleu de la fin du XVIIe siècle. Donc jusque vers 1720, on ne fait que du bleu et blanc en France, pratiquement. Et ici, on a un bel exemple de plat en faïence. Alors, ce qui est très intéressant, c'est ce décor d'époque transition. Une très belle période en Chine. Et par exemple, ces petits nuages sont typiques. Et à Delft, on a beaucoup copié. Le tesson est fin, la terre est assez claire. Alors qu'à Rouen, les terres sont très brunes, très orangées. Donc Delft, c'est aux Pays-Bas, le pays ennemi de la France absolue. Mais on avait, dès le XVIe siècle, commencé à faire de très belles faïences à Delft. Les échanges commerciaux de porcelaine avec la Chine, ça remonte. Alors ça commence, en Europe, ça commence dès le XIIIe siècle. On dit que Marco Polo est le premier Européen à avoir rapporté de la porcelaine de Chine. En France, on dit qu'on va chiner. Le mot chiner. Ah, le mot chiner. Voilà, je me suis toujours posé la question. Et on sait que le grand dauphin, par exemple le fils aîné de Louis XIV, qui était passionné de porcelaine de Chine, allait à Paris, dans les foires, acheter, se fournir en porcelaine de Chine. Voilà, on tombe sur la porcelaine, la seule tasse en porcelaine trouvée à Marly. Voilà, c'est une porcelaine chinoise ou japonaise.
Là, visiblement, c'est une forme européenne de commande, puisque les tasses chinoises, il n'y a jamais d'anse. Et on ne savait pas encore au XVIIe que le composant, c'était le kaolin. C'est le kaolin. Et c'est pour ça qu'en France, on a fait d'abord une porcelaine artificielle, avec des recettes très complexes d'une manufacture à l'autre. Cette vaisselle retrouvée témoigne de l'art de vivre à Marly. La vie sociale se déroule principalement au salon Octogone, pièce majestueuse aux cheminées imposantes, surmontée de miroirs immenses. Elle est aux dimensions d'une église, 14 mètres de diamètre, et s'élève jusqu'au faîte du pavillon à 16 mètres de hauteur. Avec ses peintures, ses cariatides et ses décors de stuc, c'est la pièce la plus richement ornée du château. Elle est couronnée d'une insolite et audacieuse coupole qui coiffe le pavillon royal. À Marly ne viennent que ceux qui y sont invités. Sont rédigées des listes où l'on inscrit, où le roi décide et fait inscrire sur ces listes des noms de ceux qui vont avoir le droit d'avoir un logement à Marly. Les autres ne peuvent pas venir et même se font rabrouer s'ils osent pénétrer à l'intérieur du domaine. Évidemment, c'était très, très prisé d'être invité à Marly, puisque ça signifiait qu'on était dans la faveur du roi et que l'on était proche du souverain. 2 mots résument à eux tout seuls la symbolique de Marly, c'est Sire Marly. C'était l'expression très courte et très concise, très convenue, grâce à laquelle les seigneurs postulaient pour le prochain séjour de Marly, pendant que le roi se rendait de sa chambre à la chapelle tous les matins. Donc c'était une expression qui était passée dans les mœurs et qui reste d'ailleurs assez légendaire. La cour et toute l'Europe intriguaient dans l'espoir d'être conviés à séjourner dans l'un de ces fameux pavillons de Marly. Plus un invité était considéré, plus il était logé près du pavillon royal. Chacun des pavillons se partage en 2 appartements. L'un des pavillons est spécialement aménagé pour accueillir 2 baignoires, équipement inconnu à l'époque, et tous les invités s'y retrouvent. Ce sont des bains de détente, des bains d'agrément, c'est presque un divertissement. Le roi lui-même vient voir ses invités prendre leur bain. C'est donc aussi un moment de représentation. On n'est pas dans une totale intimité, on n'est pas là pour se laver, on n'est pas là pour faire sa toilette. Si Marly est l'intime, c'est aussi le prestige, et le roi veut impressionner ses visiteurs. En 1703, il n'hésite pas à sacrifier 2 pavillons pour y installer un cadeau. 2 magnifiques globes de 4 mètres de diamètre, fabriqués par l'astronome italien Coronelli. Ces véritables œuvres d'art, qui se veulent aussi à la pointe de la science de l'époque, sont aujourd'hui conservées à la Bibliothèque nationale de France. L'un, céleste, représente les constellations et les astres le jour de la naissance du roi. L'autre, terrestre, glorifie le maître du monde moderne. Louis XIV les installe à Marly pour les montrer et aussi pour instruire. Alors, la géographie avec la carte de la Terre, l'astronomie avec le globe céleste. Les constellations sont indiquées en 4 langues, en français, en latin, en grec et en arabe, qui sont les 4 grandes langues scientifiques de cette époque. Alors sur le globe terrestre, on a voulu quand même être au plus près de la géographie et des découvertes les plus récentes du XVIIe siècle. Mais en même temps, Coronelli raconte des histoires. Dans les différentes contrées, on voit des personnages, on voit des attitudes, des actions, et puis sur la mer, des navires en grande quantité, qui sont là pour aussi donner presque une carte des techniques, de l'histoire des techniques en ce temps-là. Louis XIV venait à Marly dans une certaine intimité. Alors c'est une intimité relative, puisque une centaine d'invités étaient tout de même conviés à ces séjours qui pouvaient durer jusqu'à 1 semaine, et parfois davantage à la fin du règne. Des séjours
différent de la vie de la cour à Versailles. Les fêtes les plus spectaculaires ont eu lieu pendant les carnavals de 1699 et 1700 où il y avait des bals masqués. Et donc on se livrait à toute la fantaisie des bals masqués. On venait déguisé en chinois, déguisé en bouteilles de vin de Bourgogne ou de Champagne, déguisé en jeu de cartes. Et donc avec toujours les bals dans le salon qui était le centre de la vie sociale à Marly et l'orchestre prenant place dans les balcons au-dessus, ce qui libérait tout l'espace du salon pour danser. Il y avait tous les jeux d'intérieur, le billard, les concerts, représentations théâtrales et surtout les jeux d'argent, jeux qui se tenaient dans le salon le soir. Et on jouait énormément, on jouait gros jeux, ce qui a participé à la mauvaise réputation de Marly et des séjours à Marly, et cela jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Marly, c'est aussi des divertissements, et des divertissements dans les jardins, avec une escarpolette, donc une immense balançoire, avec la ramasse qui se situait sur la partie haute. Alors la ramasse, c'est un chariot sur lequel on s'élançait sur une pente extrêmement forte, une sorte de montagne russe. Ces jeux, très prisés, se poursuivront jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Tout ne s'est pas fait en un jour. Marly est perpétuellement en transformation, avec une décoration tout à fait incroyable de statues, de bassins, de jets d'eau, de cascades. À Marly, le parc lui-même est une partie intégrante de l'architecture. Nous nous trouvons ici à Versailles, plus précisément au Petit Trianon, dans ce que l'on appelle le jardin français. Tout cela évoque bien sûr les jardins de Marly. Il y a ici une continuité qui nous permet de retrouver l'ambiance de ces jardins voulus par Louis XIV. On le voit d'ailleurs très bien dans les albums de gouache qui sont aux Archives nationales. Et il y avait une sorte d'appartement de verdure qui répondait en quelque sorte aux appartements du véritable château. C'est un thème récurrent dans l'art des jardins sur Louis XIV. Loin du tumulte de Versailles, les visiteurs se promènent sous les tonnelles ou s'égarent dans les labyrinthes végétaux. Pour se déplacer d'un pavillon à l'autre, ils empruntent des galeries couvertes de treilles, à l'abri des ardeurs du soleil, tout en humant le parfum des fleurs. Au détour d'une allée, ils tombent sur un salon de verdure ou une muraille de charmilles qui forment comme une galerie de cloître, autant de surprises agréables ménagées par les jardiniers. Et pendant longtemps, on a eu les originaux, c'est les derniers originaux. À Marly, Bruno Benz s'entretient avec Alexandre Maral, conservateur au château de Versailles. Les nombreuses statues amoureusement choisies par le roi semblent aujourd'hui encore parfaitement à l'unisson avec l'atmosphère du parc. On est au tournant du début 18e, mais toute la sculpture de Marly a été conçue entre 1690 et 1710 pour l'essentiel. Et c'est une période extrêmement importante dans l'histoire de l'art français parce que c'est la fin du règne, c'est le style de la détente. Ce qu'on appelle la période alexandrine du règne de Louis XIV, avec des figures plus menues, plus graciles, plus élégantes, une certaine mélancolie aussi. Et on sait que le roi aimait beaucoup assister à l'arrivée de l'œuvre, donc qui arrivait par bateau sur la Seine. Il aimait beaucoup assister au décaissement, c'est-à-dire découvrir l'œuvre, et ensuite il le faisait installer sur tel ou tel socle en fonction de l'emplacement qu'il avait choisi. Et moins d'un mois avant qu'il meure, il accueille une dizaine de caisses qui arrivent de Rome et il fait placer les ultimes commandes de son règne qu'il a vues à Marly. À la Maison des archéologues, Annick Heitzmann reçoit Philippe Pellet-Lacotte du service régional de l'archéologie, venu dresser une carte du parc. Là, cette fois, on voit tout le parc. Là, on voit qu'il y a avec le grand miroir. Le lidar, ça traverse la canopée des arbres. Du coup, on voit tous les micro-reliefs. C'est génial. Grâce à la télédétection par laser, le fossé créé par Ardouin-Mansart pour séparer les jardins d'agrément de la zone de chasse et de promenade a été retrouvé.
2 ponts tournants, dont l'un existe toujours, ont été dégagés de la végétation. Ah oui, c'est colossal. Ils permettaient de franchir le fossé qui protégeait le jardin bien ordonné de la nature sauvage. Vous êtes sur cette allée-là, je pense. D'accord. Et il y en avait 2 à l'origine. Ah, c'est génial. En 300 ans, une grande partie du parc a été reconquis par la forêt, effaçant la plupart des allées cavalières. Ah, voilà le fossé. Ça, c'est peut-être les restes du fossé. Ah oui, donc on a le fameux pont tournant. Ah, c'est magnifique. D'accord. Ouais, c'est magnifique. Donc on voit bien, il y avait le tablier là, qui passait là. Ouais. Donc là, on voit l'arrondi du mécanisme qui servait à la rotation. Hein, c'est pour ça que c'est en arc de cercle. Il devait y avoir des galets ou des roulettes pour faciliter la rotation. Enfin, moi, je prends mon point quand même hein, pour la carte archéologique. Donc voilà, dans ce livre, on voit une partie plane qui a été destinée à l'origine aux promenades en calèche. Et c'est pour ça qu'il y a des allées qui se croisent. Et au lieu de le clore de mur, il le clôt d'un fossé. Donc ce fossé avait un double avantage. Et d'une part, il permettait d'ouvrir l'espace vers l'extérieur, vers la forêt, et d'autre part, d'empêcher les animaux sauvages de venir saccager la partie aménagée. Mal à imaginer de nos jours ces promenades en calèche et qui montrent comment on peut concilier 2 activités qui sont celles d'un jardin, de plaisir, de loisirs, et celles qui sont d'activités sportives. En 1700, le roi était déjà âgé et donc les promenades en calèche ont remplacé la chasse, le jeu, et tout ça, il s'est un peu assagi. Au pont tournant, on quitte la forêt pour descendre vers les jardins et le pavillon royal. Sur cette pente, devenue prairie aujourd'hui, de l'eau provenant de la Seine cascadait le long d'un immense escalier de marbre qu'on appelait la rivière. Les marbres ont été démontés. Les marbres, c'était sur toute la largeur de la cascade, une vingtaine de mètres de largeur, sur les 200 mètres de longueur, sur tous les degrés, sur toutes les façades verticales de la rivière. Ce marbre rouge, vert, des compartiments blancs aussi, a été démonté et offert à l'église Saint-Sulpice à Paris, où il se trouve encore. Surprenante reconversion pour le magnifique parement de cette grande cascade, époustouflante réalisation de prestige que l'on venait admirer de toute l'Europe. Un chef-d'œuvre que l'on peut encore toucher du doigt aujourd'hui au cœur de Paris. J'ai presque envie de vous dire qu'il n'y a plus que ça qui nous reste de Marly. Ce jet d'eau, le plus haut de France avec presque 40 mètres, témoigne de la puissance de l'eau à Marly. Toujours le prestige. Toute cette eau façonnait le domaine comme en témoignent encore de nombreux vestiges. Elle s'écoulait naturellement jusqu'au point le plus bas du parc, en bordure de la ville, l'abreuvoir de Marly, le plus grand d'Europe, tout en pierre meulière et parement de rocaille. Et de là, l'eau regagnait la Seine. C'est aussi l'abreuvoir le plus célèbre, grâce aux chevaux de Antoine Coissevox, puis de son neveu et élève Guillaume Coustou, qui l'ont fait entrer dans l'histoire. Ce tableau prouve que les chevaux pouvaient même s'y baigner. L'eau, si chère aux monarques, domptée, maîtrisée au service d'une nature complètement transformée par l'homme, est, à Marly, une composante majeure de l'architecture. Mais quel est le secret de cette formidable puissance hydraulique? À 2 pas du chantier de fouilles du pavillon royal, un premier indice pour répondre à cette question. Bruno Benz se fait guider par Gilles Bultez, le chef du service des fontaines de Versailles, dans l'exploration d'une galerie souterraine qui traverse tout le domaine. En fait, l'ouvrage, on l'avait perdu de vue et on ne le connaissait plus. On avait perdu de la connaissance des hommes pendant 50, voire peut-être 100 ans. La voûte, elle est impeccable. C'est en bon état. On est à quelle profondeur, là, ici? Encore à 5 mètres. 5 mètres. Ouais. 5 mètres facilement. Donc ça nous donne le niveau ancien du sol, probablement, parce qu'on a capté le ruisseau à l'altitude où il était à l'époque.
Là, tu vois, on arrive au coude et juste après, c'est la bifurcation qui amène sous le château. Elles viennent d'où les eaux là Alors là, les eaux actuellement, là, ce qui coule là, c'est surtout les eaux de source. On est sous le château. Ici, on est juste sur des captations d'eau pour drainer les eaux depuis la partie supérieure du parc, au niveau de l'aqueduc des Bonnes Eaux, le bassin de la Cascade. Toutes ces eaux drainées vont ruisseler ici et ça va jusqu'au bassin du Miroir actuellement. À l'origine des jardins, quand on n'a pas encore l'eau de la machine de Marly, on va l'utiliser cette eau. Et on a utilisé toutes les eaux qu'on pouvait récupérer sur place pour faire les premiers effets d'eau. On a détruit le château, mais on n'avait jamais eu l'idée de détruire ce qui était souterrain parce que ça ne se voit pas. En plus, c'est fonctionnel, ça l'est encore aujourd'hui. Des kilomètres de galeries sous terre, à Marly même, entre la machine de Marly, bien sûr, et le château, et entre Marly et Versailles. Fierté du roi, la gigantesque machine de Marly mobilise 1300 hommes pendant 6 ans et nécessite 100 000 tonnes de bois et avec ses canalisations 17 000 tonnes de fer, 2 fois plus que la Tour Eiffel, pour pomper l'eau de la Seine et l'acheminer jusqu'à Marly et Versailles. Bruno Benz rejoint Géraldine Chopin, directrice du musée Promenade de Marly-le-Roi-Louvciennes. Quand les princes étrangers venaient à Versailles, on les emmenait voir cette machine de Marly. Donc l'eau des fontaines abondait grâce à la machine de Marly, donc qui a été construite sur le bord de la Seine, à Bougival. Et donc là, la maquette, là, c'est une maquette simplifiée de la machine qui nous montre les éléments essentiels. Les roues qui étaient postées sur la Seine. Il y avait donc 14 roues. 14 roues, comme Louis XIV. Ces roues étaient actionnées par la force du courant et elles entraînaient, par leur axe, un ensemble de pompes aspirantes et foulantes qui montaient le long du coteau de Louvciennes. Et cette eau, sur cette première section, arrivait dans un premier bassin, le puisard de Mi-Côte, c'était son nom, et la remontait vers un deuxième puisard. Le puisard au sommet de la côte de Louvciennes, là on a 100 mètres d'altitude par rapport à la machine de Marly, l'eau était repompée et envoyée sur le point culminant de tout le réseau hydraulique, c'est-à-dire l'aqueduc de Louvciennes qui existe encore. Et une fois arrivé à l'aqueduc, l'eau s'écoulait par gravitation jusque vers les réservoirs de Marly. Et qui est ensuite répartie principalement dans les jardins de Marly, mais aussi pour Versailles. Quand Louis XIV est à Marly, c'est évidemment dans les jardins de Marly que l'eau est utilisée pour le spectacle des grandes eaux. À Marly, les eaux jouent toute la journée en présence du roi. Et c'est cette quantité d'eau élevée au-dessus des jardins de Marly qui va permettre un spectacle tout à fait original, tout à fait exceptionnel de cascades et de jets d'eau comme on n'en avait jamais vu jusque-là. Dans un vacarme assourdissant, la plus grande et la plus complexe machine de son temps, qui fournissait, grâce à ses 250 pompes, des milliers de mètres cubes par jour, fonctionna pendant 133 ans. Mais au-delà de l'incroyable performance technique, elle incarne le pouvoir infini du roi Soleil et le place à l'égal de Dieu comme grand ordonnateur de la nature. Gros morceau. Ouais, on croyait que c'était de la pierre. Mais il y a de la pierre dessus. Plusieurs mois de fouilles ont permis une moisson considérable de matériaux. Pour les archéologues, c'est une collection de références qui a déjà livré beaucoup d'informations. On a un morceau qui est... On l'a pas encore nettoyé, celui-ci, mais là, t'as vu, t'as des... Ça, c'est jaune. C'est jaune, carrément. Là, c'est blanc. Là, c'est blanc. Alors, est-ce que c'est des traces de simili-dorure? Parce que tu sais, il y avait des dorures qui étaient en fait rendues par de la peinture jaune. Et il y avait du doré en façade. On n'a pas l'équivalent. Mmh. Belle découverte archéologique. Parce qu'il n'y a que par la fouille qu'on peut ressortir comme ça des objets authentiques, déjà, et qui ont gardé la trace du travail de construction. Sur un seul morceau, comme ça, on a tous les éléments de construction. La brique, la pierre, le plâtre et en plus la peinture. Que demander de plus? Sur le chantier du pavillon des invités, la fouille de la fosse d'Aisance, destinée à recueillir les déchets et eaux usées jetés lors des derniers séjours de la cour, a commencé. L'archéologue Bertrand Triboulot est venu voir l'avancement des travaux. On est où là dans ta fosse d'Aisance? Et ben là, on a la couche de destruction du pavillon jusqu'ici. Et cette couche de gravats vient se superposer à la couche de dépôt latrinaire qui est juste en dessous, qui date de l'époque d'occupation du château. Parce que la question, c'est de savoir si la fosse a été nettoyée longtemps avant la démolition ou pas.
On n'a pas une grande idée du rythme de nettoyage de ces fosses. Mais on peut supposer qu'ils n'attendaient quand même pas que la fosse soit complètement pleine pour venir les nettoyer. On a peu d'éléments par les archives de l'utilisation. Donc c'est la fouille qui va nous donner des indications sur, non pas exactement qui l'utilisait, bien sûr. Parce que le caca de noble, c'est le même que le caca de domestique. C'est le même. Dans ces lieux se trouvait un trou, une planche trouée pour les aisances, en y vidant les seaux de chaises percées, ou en y vidant même les pots de chambre, qu'on appelle aussi parfois des bourdaloux pour les femmes. Voilà, donc là nous avons un reste de dépôt de latrinaire qui date de la dernière ou d'une des dernières occupations du château, c'est-à-dire de la fin du XVIIIe siècle. Je crois que la dernière occupation du château c'est 1789. Donc là-dedans on va sûrement trouver toutes sortes de déjections, noyaux de cerises, pépins de raisin et autres, puisqu'il y a aussi le courrier qu'on jetait, puisque une fois qu'ils étaient lus... C'est vrai que la fosse des ans c'est le meilleur endroit pour faire disparaître un courrier. Oui, sachant que l'utilisation du papier n'était pas le même que le papier d'aujourd'hui, que le papier hygiénique, qui n'existait pas, et par conséquent, c'était le courrier qui pouvait en faire le même usage. On a la preuve de ça. C'est l'analyse qui en a été faite depuis déjà pas mal d'années de la présence de ces nombreux cachets de cire dans les fosses aisances. On retrouve que le cachet, bien entendu, mais c'est un élément archéologique très important, parce que le cachet de cire permet d'identifier un personnage et d'identifier aussi une date relativement précise. Le sceau représenté sur le cachet va donner, dans le contexte de la fouille, un élément de datation sur le mobilier associé. Par la suite, on fera une étude de parasitologie, des larves de ténia et plein d'autres parasites dont j'ai oublié le nom. La viande mal cuite qui généralement permet le développement du ténia, c'est plutôt le porc. Le porc ou le sanglier, si c'était des produits de la chasse, ça peut être le sanglier aussi. Au musée de la médecine, le paléopathologiste et médecin légiste Philippe Charlier a fait des recherches sur l'état de santé de la population du grand siècle. Chez certains malades, ils jettent tous les jours par le siège des vers fort menus, comme des filets ou des poils, qui sont volontiers de couleur blanche. Ce sont ceux que nous avons appelés ascaris. On a des vermines de formes diverses. On a des vermines qui ressemblent un petit peu à des mille-pattes, d'autres qui sont complètement imaginaires et notamment qui reprennent l'iconographie du dragon. Il faut comprendre que ces animaux qui se développent à l'intérieur du corps, ces parasites, sont véritablement fantasmés. Il y a tellement de ce qu'on appelle péril fécal que la population française ou européenne est complètement polyparasitée. Non seulement il y a les parasites intestinaux, on ne se lave pas les mains, on mange des aliments, notamment des végétaux, qui sont contaminés par de l'eau souillée elle-même par les excréments de la génération d'avant. Je pense qu'il faut s'imaginer à Marly un serviteur en train de jeter un pot de chambre issu du roi, de la reine, de ses enfants, voire même de simples courtisans. Et dans ce pot de chambre se tortillent des larves, des vers tout simplement, au milieu des excréments. C'est cette image-là, je pense, qui est la plus représentative de l'état de santé intestinal, mais aussi général, de ces populations anciennes. Tout le monde est atteint, qu'il s'agisse des serviteurs eux-mêmes, qu'il s'agisse du roi, de sa cour. Tout le monde vit et meurt avec des parasites. À la fin de son règne, Louis XIV n'est pas épargné par la maladie. Excès de bonne chair, de sucre, l'expose à un diabète sévère. Pendant l'été 1715, il souffre d'une jambe. La gangrène s'installe. On n'ose pas l'amputer et il est rapidement considéré comme perdu. Le roi, ramené à Versailles, s'éteint le 1er septembre, dans sa 77e année. La mort du roi est un tournant pour Marly. Ses successeurs s'y rendront épisodiquement, mais le charme est rompu et l'entretien du domaine est d'un coût exorbitant. Aux Archives nationales, le conservateur en chef Pierre Jugy s'est penché sur les comptes du château. La fameuse cascade, les galeries végétales et les plantations du domaine dont s'occupent jardiniers et fontainiers, l'intendance, l'entretien des équipages, de la garde royale coûtent une fortune. Et la célèbre machine 60 000 livres tournois par an, soit 1 million d'euros. Les colonnes de chiffres défilent et l'addition finale donne le vertige.
Dès lors, le sort de Marly est scellé. Le parc délaissé retourne inexorablement à l'état sauvage. Le dernier château bâti par un roi de France disparaît. Grâce au formidable travail accompli par les équipes d'archivistes, d'archéologues, d'historiens, il renaît aujourd'hui. Et avec lui, l'image d'un roi plus proche, plus humain. Si Versailles était pour sa cour, Marly était pour ses amis. Et le roi Soleil y redevenait tout simplement Louis.